Il y a différentes façons de se connecter à la conscience intuitive extraneuronale, notamment les expériences chamaniques. Et il y a aussi certaines expériences, comme avec le LSD, par exemple. Stanisław Grof a montré à l'époque où les sociétés étaient moins liberticides que maintenant, il faisait carrément prendre du LSD à ses étudiants, et les étudiants devaient écrire ce qu'ils vivaient. Actuellement, il serait en tôle, le type, c'est sûr. Mais à l'époque, les gens racontaient que oui, ils avaient vu des défunts, ils étaient sortis de leur corps, ils avaient ressenti l'amour inconditionnel. On a vraiment l'impression qu'ils ont eu une connexion à la CIE. Avec certaines plantes aussi, comme l'iboga ou l'ayahuasca, on peut avoir ce genre d'expérience, contact avec la CIE, mais il faut que ces plantes soient prises avec des gens qui ont l'habitude de manipuler ces substances, comme les chamans qui ont l'habitude de manipuler ces plantes, et avec eux, on peut faire des expériences. Encore faut-il se méfier, parce qu'il y a un tourisme spirituel qui s'oriente avec de faux chamans, avec de fausses substances. Donc il faut bien faire attention que tout ça soit bien validé par le bouche à oreille, parce que pour l'instant, il n'y a aucune validation scientifique de ces expériences transcendantes. Il y a des gens comme Chico Xavier qui sont des nés médiums. C'est probablement un des médiums les plus puissants de ces derniers siècles. Il a écrit plusieurs livres en écriture automatique, des centaines de livres, c'est pas des dizaines de livres, c'est des centaines de livres en écriture automatique, avec la possibilité de reconstituer des formules chimiques de médicaments qui n'existaient pas encore. Donc c'est des gens qui sont connectés, qui est très connu au Brésil. Il y a d'ailleurs, j'ai fait des conférences avec des médecins brésiliens sur ce sujet, et les médecins brésiliens qui sont vraiment ouverts sur ces approches spirituelles, à tel point qu'à Sao Paulo, il y a des médecins qui travaillent avec des médiums pour différencier ce qui est du domaine de la maladie psychiatrique, en l'occurrence la schizophrénie, de la médiumnité. Ils différencient les deux. Et ils savent accompagner des médiums qui ne savent pas maîtriser leur médiumnité. Parce qu'il y a des médiums qui se laissent déborder, qui ne savent pas couper les relations avec l'au-delà. Et donc, eux savent distinguer la maladie psychiatrique de la médiumnité. C'est très intelligent. En France, on ne fait pas du tout ça. Un médium va voir un psychiatre et... Enfin, un psychiatre, ils ne sont pas tous pareils, parce qu'il y a des psychiatres qui sont quand même ouverts sur le monde spirituel, de plus en plus, notamment les jeunes psychiatres, mais un psychiatre, je vais dire, mainstream, il va dire, ben oui, vous voyez des entités, on va vous mettre sous celle de lithium, on va vous donner des neuroleptiques et on va vous interner, quoi, parce que c'est pas normal d'avoir ce genre de perception. Donc oui, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, qui naissent médiums, comme il y a des gens qui naissent musiciens, on pourrait dire, des enfants qui se mettent à jouer des partitions de Beethoven sans rien avoir appris. On se demande comment c'est possible. Est-ce qu'ils ont été incarnés dans des vies antérieures pour avoir ce savoir antérieur? C'est possible aussi. Ça serait même logique. D'où viennent les informations? C'est tout le problème. Alors moi je parle de conscience universelle, Erwin Laszlo parle de champ akashique, Robert Sheldrake parle de champ morphogénique. On voit bien que c'est la même chose. Nous serions connectés à une même source d'inspiration, et en fonction de nos personnalités, de nos goûts, de nos aptitudes, on va connecter certaines informations. C'est pour cela que les grandes découvertes planétaires ont été simultanées. C'est pour cela aussi que des artistes, sans se connaître, sans qu'il y ait plagiat, concertation, vont réaliser parfois des œuvres qui se ressemblent. Tout simplement parce qu'ils ont été connectés à la même source d'inspiration. Il y a un gros fantasme sur le cerveau. Certains disent qu'on n'utiliserait qu'un faible pourcentage de cette activité cérébrale, 10 à 15%, ou même un petit peu plus, 20%. Mais ce que l'on ne peut nier, c'est que lorsque le cerveau s'éteint, pour de bon, comme dans l'arrêt cardiaque, eh bien, on a des performances beaucoup plus importantes, comme si le cerveau était à l'inverse un filtre réducteur d'informations, et que lorsque ce filtre s'arrête de fonctionner, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a une expansion de conscience. Donc je dirais que c'est peut-être même l'inverse.
on a un grand fantasme dans la société matérialiste, c'est que tout s'explique par le cerveau et que c'est le cerveau qui est la clé de toutes les réponses sont dans le cerveau et que toutes les questions qu'on se pose, eh ben, il y a une explication cérébrale, neuronale de ces capacités qui sont extrasensorielles. Moi, je pense pas. Je pense que, au contraire, le cerveau nous empêche d'avoir cette expansion de conscience. Alors, on m'a posé souvent la question. On me dit souvent, mais peut-être que oui, vous dites l'électroencéphalogramme est plat, mais peut-être qu'il y a une activité résiduelle et que cette activité résiduelle explique toutes ces performances. C'est assez illogique quand même. C'est comme si on disait qu'une voiture marche plus vite quand le moteur est arrêté et qu'on pense toujours que c'est le moteur qui fait avancer la voiture. C'est aussi simple que ça. Si on a une expansion de conscience, on a des performances de conscience beaucoup plus élevées lorsque le cerveau s'arrête, ça veut bien dire à un moment donné que ce n'est pas le cerveau qui est la clé de toutes les réponses. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise qu'une partie de l'activité cérébrale, ça veut dire au contraire que le cerveau est un frein, enfin c'est mon hypothèse, serait un frein, je veux dire le conditionnel, serait un frein à cette expansion de conscience. Oui, l'IFRES fait des recherches sur les communications avec l'au-delà. Je me suis intéressé à la transcommunication instrumentale. C'est en fait ça, c'est la TCI. C'est pour ça que je l'ai appelé la TCH. Parce que là, ce n'est pas des instruments, c'est l'hypnose qui met en communication avec l'au-delà. Mais au début, je ne croyais pas du tout la chose possible. Quand je me suis intéressé à la TCI, en fait c'est le père Brune, François Brune, qui est le principal instigateur de la divulgation de cette technique en France. Il a beaucoup travaillé dessus, il a écrit un best-seller, Les morts nous parlent, qui est bien connu. Et j'ai croisé le père Brune à de nombreuses reprises, on se connaissait et on faisait des conférences ensemble. Donc il m'a présenté ses travaux, ses recherches. Il faisait de la TCI avec une équipe toulousaine, Yves Linès et Christophe Barbet. Et puis moi, j'étais pas très convaincu parce que, bon, on entendait dans ces conférences, on entendait des voix souffles comme ça, et puis il y avait le sous-titre dessous. Alors c'est vrai qu'en lisant, on arrive à reconnaître, mais franchement, j'étais pas convaincu. Et puis un jour, il me dit, il m'appelle chez moi et il me dit, tu sais Jean-Jacques, j'aimerais bien que tu viennes à Caen parce qu'on va faire une séance de TCI. Mon frère décédé rentre en communication avec moi. L'année dernière, c'était très probant et j'aimerais que tu sois là cette année. C'était la deuxième année, donc que son frère était parti. Il voulait refaire l'expérience, mais en ma présence. Et moi, je lui ai dit, écoute, François, c'est pas possible parce que j'ai d'autres engagements, j'ai un billet d'avion, je peux pas venir, ça aurait été avec plaisir, et je peux pas. Et dans la nuit qui a suivi, la lampe de ma chambre s'est allumée 3 fois, a réveillé d'ailleurs Corinne, mon épouse, et j'ai entendu va à Caen, en claire audience. Donc là, quand même, le lendemain, je téléphone au père Brune, j'ai dit écoute, mon billet d'avion, c'est pas grave, je viens à Caen parce que il me dit avec sa petite voix ah ben dis donc, t'as de sacrées invitations de l'au-delà, toi, t'as de la chance. Et effectivement, je suis allé à Caen et on a fait cette séance de TCI. C'était la première fois que j'assistais en direct à ça. Et on a eu des réponses à des questions qui sont posées. Alors il faut peut-être expliquer comment ça se passe. Donc il y avait un médium qui est bien connu, qui s'appelle Henri Vigneault, il y avait Yves Linès, Christophe Barbet, il y avait aussi un journaliste qui est plus de ce monde, hélas, Jean-Claude Carton, peut-être il écoutera cette émission, et il était là pour prendre des notes. Et puis il y avait aussi la sœur du père Brune, puisqu'on contactait son frère. Et là, en fait, on se met autour d'une table, on se met en prière. Alors chacun prie à sa façon. Moi, j'avais pris mon carnet pour noter comme un journaliste ce qui allait se passer. Et j'ai prié. J'ai prié Marie parce que c'est comme ça que je prie, c'est la façon dont je prie. Donc, on était tous connectés dans la prière et on était en attente de ce qui allait se passer. Et une fois que cette prière commune est faite, enfin individuelle, mais on l'a fait en même temps, on met un poste de radio entre 2 stations, de telle façon qu'il y ait un support vibratoire, on va dire, une espèce de comme ça,
continue, et on enregistre avec une bande, on enregistre ce qui se passe. Et là, une fois que tout ce système est mis en place, eh bien, on pose des questions. On pose des questions et on attend. Et on demande toujours la protection des guides, etc., comme je le fais en TCH. Et là, on entend à un moment donné, quand on fait la bande passante, quand on a posé les questions, on entend chut, et puis d'un seul coup, on entend chut, un truc plus fort. Et ils savent que c'est à ce moment-là que la réponse est donnée. Et quand on fait passer la bande au ralenti, on a les réponses aux questions. C'est bluffant. Et là, je n'avais pas de bande visuelle pour me dire les réponses. Les réponses étaient très nettes. Et même François Brune a dit c'est la première fois que les réponses sont si nettes. Avec des réponses drôles. Par exemple, François Brune dit à la fin de l'interview, si on peut appeler ça l'interview, il dit à son frère, bon, on va te quitter maintenant, est-ce que tu as toujours ta petite gorgée de whisky de l'autre côté? Parce qu'il aimait bien le whisky, il buvait un whisky de temps en temps. Et la réponse est non, la bouteille. On entend. Et on entend très bien ça. Donc de l'autre côté, c'est très léger, il y a beaucoup d'humour. Être spirituel, c'est être dans l'humour, on dit, mais c'est vrai que les messages de l'au-delà, que ce soit en médiumnité, que ce soit en TCI, que ce soit en TCH, c'est toujours la même chose. Ils nous disent, mais soyez dans la joie, soyez dans le bonheur, rien n'est grave et tout est juste. Vous êtes ici pour faire des expériences, vous prenez trop la tête, quoi, en gros, c'est ça. Soyez beaucoup plus léger, vous dramatisez tout. Vous avez peur de tout. Soyez dans la joie et le bonheur. Vous êtes là pour vivre des expériences. Bon, c'est un discours qui est inaudible quand on est dans la peine. Hein. Bien sûr, allez donc expliquer à une maman qui vient de perdre son enfant que rien n'est grave et tout est juste, elle vous envoie balader. Elle a raison. Mais en fait, c'est ça. Quand on est de l'autre côté, on comprend les choses. On comprend pourquoi on a eu ces épreuves, peut-être même qu'on se les ait choisies nous-mêmes. Et on revient complètement apaisé quand on est dans cette vibration-là. Et quand on écoute ces discours et quand on écoute ces messages de l'au-delà, eh bien oui, ça fait du bien, quoi. Ouais. Oui. Moi, ce qui ne m'étonne pas, c'est que il y ait, au travers du monde minéral, végétal, il y a des vibrations. Ces vibrations, on peut les capter, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas les capter qu'elles n'existent pas. Tout est vibration. D'ailleurs, les molécules sont des vibrations, les corps solides, liquides et gazeux sont des vibrations, plus ou moins espacées. Mais en fait, c'est ça, déjà, on le sait, en science, on sait que tout est vibration, tout est énergie. Même Einstein le disait, hein, rien ne se perd parce que tout est énergie. C'est connu et c'est pas une nouveauté. Alors, dans la physique quantique, on a encore cette même philosophie, c'est-à-dire que la matière n'existe plus, tout est énergie, et nous serions dans des mondes parallèles. Alors, c'est très difficile à expliquer. Moi, j'essaye de puiser ici ou là, parce que je connais bien les physiciens quantiques, et j'ai très mal à la tête au bout de la troisième phrase, mais j'essaye de démontrer l'aspect vertigineux de ce qu'il propose. Et j'ai essayé plusieurs métaphores pour expliquer au public dans mes conférences un petit peu ce qu'est la physique quantique. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui m'a autorisé à faire, c'est-à-dire que je peux dire aux gens, la physique quantique c'est ça, si vous me voyez faire ce geste, et j'étends le bras, ça veut dire qu'instantanément, vous m'avez projeté dans un univers où j'existe aussi et je n'ai pas fait ce geste. Bon, je ne sais pas si ça va aider les gens, s'ils ne vont pas prendre aussi un cachet d'aspirine, assimiler cette phrase, mais au moins ça montre l'aspect vertigineux des mondes parallèles, parce que c'est l'observation qui crée le réel, d'après la physique quantique. Et dès qu'on observe un phénomène, il s'effondre. Et il y a une autre réalité qui existe ailleurs et quelque part. Donc ils sont tout à fait ouverts à la vie après la mort. Ils sont tout à fait ouverts à des univers parallèles. Le chat de Schrödinger qui est dans une caisse, soit il est mort, soit il n'est pas mort. Quand on ouvre la boîte, hein, soit il a mangé les boulettes empoisonnées, soit il ne les a pas mangées. Donc c'est ces deux éventualités. Donc si on le constate mort, c'est qu'il existe vivant dans une autre dimension, et inversement. Donc
c'est tout à fait vertigineux. Et moi, ça m'excite beaucoup parce que de discuter avec ces personnes-là, ils sont tellement ouverts et tellement intelligents sur tous les possibles que ça fait plaisir de rencontrer des scientifiques qui ne soient pas bornés par des frontières limitantes, on va dire. Je sais qu'il s'était passé aussi une histoire au Petit Trianon où il y avait eu quelqu'un qui était passé dans un vortex aussi, qui est apparu de cette époque-là, qui est arrivé sur ces années et avec un voyage temporel de la même façon. Alors, en TCH, il y a eu les phénomènes attendus, c'était le contact avec des défunts. Puis il y a eu d'autres phénomènes, comme des phénomènes intuitifs. Il y a eu des phénomènes de visualisation de sa propre vie dans des séquences particulières de son passé ou de son adolescence. On sait que pendant l'expérience de mort provisoire, on a ces perceptions rétrocognitives où les gens voient défiler leur vie en accéléré, et ça va très vite, même en très peu de temps. On peut voir toute sa vie avec une espèce d'auto-jugement bienveillant de ce qu'on a vécu avant l'expérience. Et on ressent tout le bien et le mal qu'on a fait aux autres comme si c'était à soi-même qu'on l'avait fait. Et quelquefois, ça va très vite. Et même on se demande comment c'est possible. Comment peut-on revoir toute sa vie en accéléré en aussi peu de temps? Il y a un livre qui a été écrit par Nicole Dron, qui est une expérienceuse aussi, rien que l'intitulé 45 secondes d'éternité, 300 pages de texte, et encore elle dit, j'ai pas tout dit dans mon livre. Donc en TCH, on peut avoir ça, on peut avoir, non pas, c'est jamais arrivé encore, toute la revue de vie, mais des séquences de son adolescence, de son enfance qu'on avait presque oublié, et qui aura forcément un sens à ça. On ne va pas le trouver en sortant de l'atelier, mais il y aura forcément une explication. Et puis aussi, on peut voir des vies antérieures avec une action thérapeutique. C'est-à-dire que si la personne eh bien, authentifie ou reconnaît un traumatisme vécu dans une vie antérieure, en l'occurrence souvent les circonstances de décès, eh bien, ça va pouvoir identifier et soigner une angoisse, une phobie, un mal-être par rapport à telle ou telle situation et de façon instantanée. Et on a eu maintenant beaucoup d'exemples comme ça avec le recul qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui se voit noyé dans une vie antérieure eh bien, va avoir l'explication de sa phobie de l'eau et va avoir une guérison. Il n'aura plus peur de l'eau parce qu'il aura compris que le traumatisme initial était dû à une vie antérieure. C'est le principe de la psychanalyse. Freud faisait ça sous hypnose, non pas en régression dans des vies antérieures comme le fait le professeur Brian Weiss, mais dans des traumatismes vécus dans l'enfance. Et une fois qu'on a identifié l'origine du traumatisme, eh bien, on a un effet thérapeutique par rapport à la psychose ou à la névrose. Donc on l'a ça en TCH. On a ces visualisations du futur aussi, et on a ces fameuses délocalisations avec possibilité de voir à distance ce qui se passe au moment de l'atelier. Moi, je pense qu'il y a différentes façons et manières d'arriver à un CIE. Après, chacun sa méthode, chacun sa culture. Les cultures chamanes ont beaucoup à nous apprendre, la médecine chamanique aussi. Euh, on a beaucoup à apprendre de toutes ces approches. Moi, j'ai choisi cette approche hypnotique parce que c'est ma spécialité, l'anesthésie, l'hypnose, c'est ma spécialité. C'est ce que je sais le mieux faire. J'ai passé 35 ans de ma vie à faire de l'anesthésie, à étudier les comateux, ce qui se passait dans les comas. J'ai étudié ensuite l'hypnose, qui se rapproche de l'anesthésie, et c'est ce que je sais faire. Mais maintenant, j'essaye aussi d'apprendre avec d'autres enseignants, avec des chamans qui m'ont appris à faire cet égrégore, par exemple, avant les ateliers de TCH, avant et après. Parce qu'il faut toujours demander et remercier, hein. C'est le principe même pour ces contacts avec l'au-delà. Et oui, toutes les approches sont bonnes. L'essentiel, c'est d'arriver à être au mieux aligné dans ses connaissances et dans ses énergies par rapport à ce que l'on souhaite obtenir.
Dans toutes les expériences spirituelles, on peut prendre les vers, le Ouija, les cartes, enfin, on peut prendre tous les supports possibles. Mais moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est s'encadrer de précaution. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. C'est pas un jeu. Quand je vois des tablettes de Ouija dans des magasins de jouets en période de Noël, je me dis, mais les gens sont fous. Euh, ils savent pas ce que c'est, quoi. C'est pas possible. Il y a des précautions à avoir. On peut se faire envahir par des esprits du bas astral. On peut se faire polluer. On peut se faire attaquer. Il y a des gens qui sont devenus fous après avoir fait des séances de spiritisme. Donc, il faut avoir des précautions. C'est pas rien quand même de communiquer avec l'au-delà. Et je pense que là, il faut vraiment mettre des voyants rouges en disant attention, attention, il faut se protéger, il faut pas faire ça n'importe comment. Oui, comme dans toute activité médicale, à partir du moment où des gens font confiance à une autre personne, il faut que cette confiance soit méritée. Mais il en va de la même façon pour toutes les spécialités, pour tous les métiers, on va dire. Euh, Même un professeur de judo, hein. Soit il a la confiance de ses élèves, et bien il ne faut pas en abuser non plus. Bon. Ben là, dans la médecine, dans l'hypnose, c'est un petit peu la même chose. Il y a forcément une domination de celui qui mène la séance par rapport à celui qui l'a subi ou qui en bénéficie plutôt. Donc il ne faut pas profiter évidemment de cet ascendant pour en tirer des profits personnels, évidemment. Mais ça, c'est dans l'éthique et dans la déontologie médicale. C'est dans la déontologie et l'éthique de tous les métiers. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, puisque l'ambiance générale est à la morosité, au pessimisme, je suis l'inverse de ça. Je pense qu'on est en période de mutation, et chaque fois qu'on est en période de mutation, c'est parfois douloureux parce qu'il faut abandonner de vieilles habitudes, il faut révolutionner certains mécanismes politiques, sociologiques, économiques, etc. Tout ça est en train de se mettre en place. Un monde nouveau arrive grâce à l'émergence de nouvelles philosophies axées sur le partage, la tolérance et l'amour. Et ça, jusqu'à présent, eh ben, c'était plutôt down. Là, maintenant, c'est up. L'avenir, c'est ça, c'est la tolérance, le partage et l'amour. Et tous ceux qui iront contre ça, eh bien, vont se trouver rapidement éliminés de cette nouvelle civilisation. D'eux-mêmes d'ailleurs, ils vont s'éliminer d'eux-mêmes. Ça ne sera pas dans la violence, bien sûr, mais ils seront exclus de ce nouveau mode de fonctionnement, de ce nouveau paradigme qui s'ouvre sur un monde nouveau qui est en train de naître devant nous, avec des possibilités beaucoup plus importantes que celles qui sont restreintes actuellement. Là, je veux dire, on est au creux de la vague, mais quand on est au fond, on donne un grand coup de pied et on remonte très vite. Et on va remonter très vite. On le sent arriver. On est presque au fond. On va bientôt toucher le fond. En ce moment, il y a un seuil, je veux dire, de résilience qui va être atteint. À un moment donné, les gens vont dire stop. On en a assez de ce monde tel qu'il est proposé maintenant. On veut remonter et ça va remonter très vite. Il va y avoir très rapidement un changement de vibration. Et tant mieux, parce que là, on n'en peut plus, quoi, presque. On étouffe. Ah ben, je trouve que il fait partie de. Il faut être tolérant parce que ça fait partie de l'évolution naturelle des choses. Il est normal qu'on soit encore en train de couler parce que on va mettre un grand coup de pied quand on sera au fond et on va remonter. Et on le sent arriver. On y va droit dedans. Je veux dire, les gens, à un moment donné, ils vont dire stop, ils vont dire on change. Stop, il y en a marre, on change. Les gens ont tellement peur de la mort, ça vient de là. Ont tellement peur de la mort qu'ils s'empêchent de vivre actuellement. Ils restreignent toute leur liberté parce qu'ils ont peur de mourir. C'est absurde. À un moment donné, il va falloir dire on arrête et on reprend nos libertés. Et la vie
continue, se poursuit différemment, avec d'autres objectifs qui ne seront pas les objectifs matérialistes que l'on a en Occident en particulier. Et c'est pour ça que je voulais écrire ce livre, d'ailleurs, La mort expliquée aux enfants, parce que on explique à nos enfants que leur plan de vie doit être axé sur quoi? Sur la réussite sociale, être le meilleur et avoir collectionné le plus de matière possible. On va droit dans le mur avec ce plan de vie foireux, parce qu'on a toujours un chef au-dessus de soi et on n'a jamais assez de matière. Donc les gens qui vont de l'autre côté, ils ressortent avec le message: qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé les autres? Imaginons une civilisation où ce soit ça le véritable objectif de vie. Là, on change tout. Non, je pense qu'il y a une évolution qui se fait, mais elle est naturelle et forcément pas dans la sélection des meilleurs face à une situation donnée. Elle est l'évolution telle que elle nous est enseignée par des forces supérieures. Être dans la spiritualité, c'est pas du tout être dans la hiérarchie, dans la sanction, dans la oui, tout ce que nous proposent les religions, en fait, c'est ça, la domination, la sanction disciplinaire, la hiérarchie. Dans toutes les religions, il y a ça presque, dans toutes. Peut-être à part le bouddhisme, qui est à la limite une philosophie plus qu'une religion, mais c'est pas du tout ça. La spiritualité, c'est se sentir connecté aux forces cosmiques et telluriques, c'est se sentir appartenir à un grand tout, faire partie de ce grand tout, et être dans l'amour, c'est ça. Après, bon, je ne dis pas que toutes les religions sont mauvaises. Au contraire, la religion, ça peut être un excellent outil si on s'en sert à bon escient, si la religion ne devient pas un outil de domination. Mais rapidement, la religion peut devenir une arme redoutable, on le voit, elle peut tuer même. Donc elle peut être très violente dans ses intolérances. Les dogmes, c'est jamais bon. Et les religions ont souvent des dogmes. D'ailleurs, les gens qui font ces incursions dans l'au-delà ne reviennent pas religieux, ils reviennent spirituels. Et même s'ils étaient très religieux avant, eh bien, ils sont davantage dans la spiritualité que dans la religion. Après, je ne sais pas s'il y a un déterminisme, si on est préprogrammé pour ne pas être dans la conscience universelle qui donnerait la connaissance absolue. Qui aurait déterminé ça? Ça serait pas très malin, quoi, de dire qu'il faut verrouiller le petit humain là pour qu'il n'ait pas accès à la vérité. Est-ce que c'est pas plutôt une progression individuelle qui va nous donner accès à un grand tout, avec cette hypothèse de dire que oui, il y a les parfaits de l'autre côté, et il faut accéder le plus rapidement possible ou dans les meilleures conditions possibles à cet état de parfait, c'est possible. Hein. En fait, moi, je sais pas du tout pourquoi on est là, pourquoi je suis devant cette caméra, pourquoi on fait ce film. Je sais pas, mais j'ai l'impression que on est sur une barque et qu'il y a un courant qui nous pousse. Je sais pas qui c'est qui a fait le courant, vers où il va nous mener. J'ai plutôt l'impression qu'il va nous mener vers quelque chose de meilleur. De temps en temps, on peut à peine donner un petit coup de rame là, quand le vent est trop fort, quand il y a trop grosses vagues ou que on n'est pas d'accord avec la direction, mais on a l'impression qu'on est ramené chaque fois vers notre destin, quoi. Qu'on a bien sûr notre libre arbitre, mais quand même qu'on a un destin, qu'on a tous un destin. Et avec la surprise, les surprises qu'il y a de ces chemins de vie qui nous sont proposés et que l'on finit par choisir.